Bonjour à tous et bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Dans cet épisode numéro 55, je vous retrouve pour un vlog. J'ai vlogué toute la création de ma page Tipeee. Je vous parle aussi des backstage de mes prises de tête pour ma réouverture de boutique en ligne. Je vous parle aussi de hauts et de bas que j'ai pu avoir ce mois-ci avec des clients, avec des choses politiques, avec plein de sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur ces différentes plateformes. Chaque like, commentaire, partage soutient énormément le projet. Vous pouvez aussi, depuis pas longtemps, soutenir le podcast financièrement. J'ai ouvert La Lame Podcast aux dons sur Tipeee. Donc je vous mets tout ça en description comme d'habitude. N'hésitez pas à me partager vos projets en commentaire. C'est l'occasion pour moi de les découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment et à me partager ce que vous faites quoi. Cet épisode a été enregistré dans mes souvenirs courants du mois d'avril. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, on est le 15 avril 2025. Petit enregistrement de vlog spontané. La sortie du dernier épisode, donc au moment où je parle, c'est-à-dire l'épisode pour un 8 mars pour la culture, m'a fait vraiment bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un format un peu billet d'humeur où juste je vous partage mon avis sur quelque chose et voilà, il n'y a pas forcément des faits croisés, recherchés et tout. C'est vraiment mon avis. Et je trouve ça hyper difficile et vulnérable de donner son avis sur internet aussi longuement et tout. Et j'ai eu plein de réflexions genre mais je suis qui pour donner mon avis ? Je suis qui pour parler 1h30 de moi et de ce que je pense ? Je suis qui pour essayer de... Et c'est pour ça que j'essaye tout le temps de chercher plein de rêves, de toujours aller un peu plus au bout des choses et tout, parce que je me sens pas légitime en fait. Et je trouve ça ouf, après 2 ans de podcast, de se sentir encore si peu légitime à faire du podcast. Voilà, je voulais vous partager ça m'a fait un peu rire jaune, mais un peu rire. De me dire que ça fait quand même 2 ans que je parle à ce micro et il y a des moments où ça va complètement, je me sens à l'aise et tout. Et il y a d'autres moments quand j'essaye d'être un peu plus vulnérable et de vous dire ce que je pense vraiment, et où je me sens encore hyper fragile sur mes appuis, où j'ai un peu peur de froisser, j'ai un peu peur de dire n'importe quoi. Et je pense que c'est bien aussi parce que ça me permet de travailler plus et de faire attention à ce que je dis et de faire attention à essayer de heurter le moins de gens possible, mais en même temps je pense que je me mets pas mal de barrières pour rien aussi, encore aujourd'hui. Pourtant j'ai 26 ans, ça fait pas mal de temps que je parle sur les réseaux et tout. Mais ouais, je pense que c'est des sujets pas évidents. Et par exemple, autre sujet sur lequel je me sens pas légitime, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas partagé sur mon Insta perso, Louise MS. Je sais pas si vous savez là, si vous venez de débarquer sur le podcast, mais je suis photographe et vidéaste à la base. Et je fais aussi beaucoup de shooting artistique. Ça veut dire que je fais des shootings perso où j'essaye de passer des messages et tout. Et donc, au début de mon activité, j'en faisais énormément des projets personnels. C'est un peu type édito où je fais des mises en scène, je bricole des trucs, je fais des photos avec des modèles des fois, où je fais des make-up, des décors, j'ai des concepts et j'essaye de faire passer des messages. Sauf que depuis l'ouverture de mon entreprise, j'ai eu très peu de temps pour continuer à en faire. Et donc ces 2 dernières années, sur Instagram par exemple, je n'en partage pratiquement plus. Je crois que l'année dernière j'en ai fait un, l'année d'avant j'en ai fait un aussi. Et c'était jusqu'en 2022 où j'en faisais beaucoup. Mais en gros ça fait très longtemps que je n'ai pas partagé de projets perso. Et quand j'ai commencé à en refaire là, je les ai pas encore partagés à l'heure actuelle sur Insta. Mais ça m'a effrayée. J'avais trop peur, je me suis dit je vais faire de la merde, tout le monde va le savoir, ça va être moche, ça va être nul, ça va être cliché. J'ai toujours peur que ce soit hyper cliché. Et en fait, j'avais tellement peur que je me paralysais au moment d'expérimenter même. Avant même de poster sur Instagram, c'était que j'avais peur d'expérimenter. Alors qu'en vrai, j'ai jamais eu trop peur de mettre les choses sur les réseaux. J'ai pas mal de chance. Je sais que des super copines photographes qui font plein de photos, des fois ont peur, par exemple, de poster sur Insta. Parce qu'elles sont assez perfectionnistes et tout, et elles ont tout le temps peur qu'il y ait un truc qui va pas, ou du jugement des autres et tout. Ce que je comprends complètement. Moi, j'ai eu pas mal la chance
de m'en foutre un peu au départ. Et plus je grandis, plus j'évolue. Et plus, par exemple, il y a des choses qui me font peur. Et en même temps, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, avant, j'avais peur de parler sur Internet et de parler sur Insta, de faire des réels où je discute. Maintenant, je les fais sans problème. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, montrer, alors que j'ai une plus grande audience et que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, des shootings artistiques comme avant, où je bricole des trucs et du coup, c'est pas hyper clean, c'est pas hyper propre, et j'ai peur. Voilà, j'ai peur du jugement des gens. Je me dis, ça se trouve, ça n'a aucun intérêt ce que tu fais, et les gens vont juste être déçus et se moquer fortement, alors que sûrement pas du tout. Mais voilà, et puis même s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas très grave en soi, c'est un peu le but aussi. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ouais, je suis assez rapidement paralysée en ce moment. Je pense que c'est des périodes aussi, parce qu'il y a des fois où je re-regarde des vidéos qu'avant j'adorais, maintenant je suis hyper cringe, et inversement, il y a des vidéos qui me cringeaient beaucoup avant, et parfois je les re-regarde et en fait ça va complètement. Je pense que c'est des périodes où on se supporte plus que d'autres, et moi je m'en rends plus compte peut-être parce que je m'écoute au micro du podcast, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez handicapant. Et voilà, si jamais c'est votre cas, je sais pas à quel point vous prenez la parole ou vous montrez votre travail sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas quelque chose de toujours évident. Je pense qu'il y a des fois où on est dans un bon mood et ça passe bien, et des fois où c'est beaucoup plus compliqué. Donc si c'est votre cas aussi, force à vous. Et moi je vais essayer de me lâcher un peu la grappe et de reprendre les posts de photos artistiques. Je pense que ce qui me fait peur aussi, c'est que c'est la première fois que je fais de la nature morte, et que j'ai beaucoup parlé sur cette série avant de la poster, parce que ça fait très longtemps que je veux la faire et que je me laissais pas le temps. Maintenant que j'ai le temps de la faire, j'ai l'impression d'avoir beaucoup teasé, et comme c'est encore une fois quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais montré, c'est une nouvelle part un peu de mon art, un nouveau plan de ça, et j'ai peur de le montrer à tout le monde et que en fait encore une fois tout le monde me dise que ce soit nul ou quoi. Donc je tourne un peu en rond, c'est tout pour ce sujet, mais en tout cas ça va bientôt arriver normalement. Et sinon, pour finir sur quelque chose d'un peu joyeux, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, mais il y avait la Starter Pack IA Trend. Donc c'est une trend où que ce soit des gens solos ou des entreprises et tout le monde faisait son starter pack en IA de toute façon en plus hyper commune, parce que tout le monde avait un peu les mêmes graphismes et tout sur ces starter packs là. Ça a fait beaucoup écho, tout comme la trend Ghibli. Donc si vous n'avez pas vu passer la trend Ghibli, c'est en gros grâce à l'IA tu te dessines façon Ghibli. Et ces deux trends-là ont fait beaucoup parler, parce que voilà, l'IA, ça fait beaucoup parler. Et moi, je pense que vous commencez à connaître mon avis sur l'IA, mais je suis de plus en plus convaincue que vraiment c'est un enfer environnemental, c'est un enfer humain sur les emplois pour les artistes, et sur le vol des œuvres d'art aussi. Enfin bon, il y a plein de choses d'après moi qui ne vont pas, niveau justice sociale et niveau écologie. Et du coup, pour répondre à ça, les illustratrices ont fait une trend starter pack anti-IA. J'avais un peu peur que ça tombe à l'eau, et finalement ça a beaucoup plu. Donc ça m'a fait hyper plaisir. C'est-à-dire que beaucoup d'illustratrices ont fait leur propre starter pack, mais pour lutter contre l'IA, l'ont fait dans leur style, et du coup à la main quoi, comme elles font d'habitude, une vraie illu d'ALE en mode starter pack et tout, pour montrer à quel point la singularité d'un artiste c'est important, pour remettre en avant le droit des travailleuses illustratrices, et pour lutter contre ces trends IA qui mettent en avant l'IA générative comme une grande avancée et un progrès magnifique, alors qu'en vrai, il y a énormément de problématiques qui en découlent, et c'est pour pouvoir remettre ça un peu sur le devant de la table, le devant de l'image, je ne sais plus comment on dit, mais vous avez capté. Et perso, ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Et il y avait plein de likes sous chacun des posts que j'ai vus des illustratrices que je connais. Et j'ai vu que ça avait beaucoup tourné. Et ça me donne espoir, parce que j'ai l'impression que l'IA, on en parle et on fait tourner ça comme s'il n'y avait pas de questions à se poser en fait. Et moi, je suis pas foncièrement contre l'IA tout court, et je pense pas qu'il faut qu'on arrête avec l'IA à jamais, etc. Mais par contre, je trouve ça assez dingue qu'on accepte ça au vu des répercussions que ça a, sans avoir de réel débat là-dessus, et de réel positionnement aussi en tant que société sur comment on traite nos artistes, comment on traite les travailleuses de l'IA aussi, comment on réfléchit à ces questions environnementales-là,
comment on voit l'avenir de la société avec l'IA générative, etc., etc. Et en fait, ça m'a fait plaisir de me dire que je suis pas la seule folle à qui on demande tout le temps de s'adapter et qui est pas trop d'accord avec ça. Et qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, il y a plein de gens qui se battent contre. Et ça m'a trop fait plaisir. Et puis en plus, si ça peut permettre de mettre en avant le talent d'artistes qui ne sont pas du tout assez visibles sur les plateformes, c'est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre starter pack d'illustratrice préf. Ça me ferait trop plaisir de voir un peu et de découvrir de nouvelles personnes. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais merci à vous, je vous reprends bientôt. Bonjour à tous, nous sommes actuellement le 23 avril et je reprends le micro pour vous donner des petites nouvelles de mes différents projets. Je voulais déjà vous parler de la boutique Etsy qui ne sera bientôt plus boutique Etsy. Je vous l'ai déjà annoncé sur les réseaux, mais j'ai décidé de quitter Etsy et je vais donc migrer ma boutique, je pense, sur SumUp. Mais alors, pourquoi décider de quitter Etsy ? C'est une décision qu'ont pris beaucoup de créatrices, donc je ne suis pas la première à le faire, notamment à cause des frais de la plateforme. En effet, Etsy vous prend plein de frais un peu cachés et un peu de partout. Etsy vous prend déjà une commission à la vente, donc je pourrais plus vous dire exactement à quel pourcentage parce que j'ai l'impression que ça change tout le temps, mais je pense environ autour de 10-15%. Je vous mettrai des sources en barre d'infos si vous voulez, que ce sera peut-être plus clair. Mais voilà, déjà 10-15% c'est un très bon pourcentage seulement pour être hébergé sur la plateforme. Mais Etsy prend également plein de petits frais un peu cachés. Donc vous avez des frais pour chacune de vos fiches produits déjà. Donc chaque fiche produit coûte 20 centimes à renouveler tous les 2-3 mois. Donc on se rend peut-être pas compte, mais si vous avez une cinquantaine de fiches produits, ça fait déjà une petite somme tous les 2-3 mois qui vont partir de votre compte. Et j'ai découvert récemment plein de petits frais cachés sur d'autres choses parce que j'ai ajouté telle chose. En fait, dès que je modifie une fiche produit, ça me refacture. Il y a plein de petits frais cachés qui font que si vous ne faites pas tant de ventes que ça sur Etsy, ça peut vite vous prendre un énorme pourcentage de vos ventes, parce que même quand vous ne vendez rien, du coup, ça vous coûte de l'argent d'être hébergé sur cette plateforme. De plus, si les créatrices vont sur Etsy, qui est une plateforme à la base faite pour mettre en avant l'artisanat et le fait main, c'est pour pouvoir être mis en avant justement. Parce que l'avantage en fait d'une plateforme comme Etsy, c'est de pouvoir être découvert ou découverte par d'autres personnes. Sinon, on aurait chacun et chacune notre boutique en ligne perso et on pourrait y faire la mise en page qu'on préfère, y mettre nos personnalisations. Etsy, c'est beaucoup moins possible dessus. Et du coup, l'avantage que j'y vois, moi, c'est ça, c'est être découverte et aussi avoir une boutique facilement mise en place au début quand on n'a pas de formation pour faire une boutique en ligne. Nous-mêmes, ça peut être vite assez effrayant. Donc voilà, c'est une question de facilité et de besoin de découvrabilité. Or, au final, après des années sur Etsy, je peux vous dire que les algorithmes ne sont pas du tout en faveur des artisans et artisanes, en tout cas pas de la majorité. Je pense qu'effectivement, ça doit faire ressortir une ou deux joyeuses élues, mais pour le reste, on me patauge pas mal dans la soupe. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Etsy. Je n'ai jamais vendu à quelqu'un qui ne venait pas de mes propres réseaux. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et pourtant, j'ai fait en sorte que les algorithmes soient heureux, soient fiers de moi. Donc j'ai changé tous mes mots-clés dès qu'il y avait besoin de changer les mots-clés parce qu'on avait des nouvelles d'Etsy qui nous disaient de faire plus comme ci, plus comme ça. J'ai changé plein de fois mes photos aussi de produits pour plaire à l'algorithme, donc avec une luminosité qui lui plaisait plus. Voilà, j'ai fait des mises en scène aussi comme on me demandait de faire. J'ai fait des mock-ups, j'ai testé juste sur un fond uni. J'ai testé des photos de détails, des photos de loin, des photos de côté. Et j'ai testé également de faire des petites vidéos. Là, vous savez, sur Etsy, si vous faites des petites vidéos de vos produits, ça marche encore mieux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de mon temps pour pouvoir faire ça. Mais au final, je faisais mes recherches sur moi, en fait.
Je faisais des recherches avec les ordis d'amis qui ne m'avaient jamais recherché sur Etsy et je me rendais compte que j'étais loin dans les propositions. Donc que si je faisais pas de la com sur mes propres réseaux tout le temps pour pouvoir vendre plus sur Etsy, c'était très compliqué. Alors j'ai en tête que c'est aussi mes produits qui sont particuliers et je sais la capacité de vente que j'ai et je sais qu'elle n'est pas infinie. Là n'est pas la question, je me remets en question, je sais que mes produits ne plaisent pas à tout le monde et que ce n'est pas seulement une question d'algorithme et de plateforme, mais pour avoir été top vendeur, donc top vendeur c'est que vous êtes censé ensuite être mis en avant, c'est que vous avez pas mal vendu dans la dernière période et vous êtes censé avoir, je crois, envoyé rapidement vos commandes, répondu à vos messages si vous en aviez. Enfin voilà, j'ai été top vendeur, donc j'ai répondu aux attentes de la plateforme encore une fois. Et ça n'a absolument pas eu de conséquences sur ma découvrabilité. Et également, dernière chose, Etsy est beaucoup critiqué et de plus en plus. En fait, sur Etsy, vous avez toutes sortes de personnes et au final, il y a tellement peu de vérification qu'il n'y a pas seulement des artisans et des artisanes. Vous avez beaucoup de dropshipping sur Etsy, et oui. Etsy aussi est ouvert à l'international, mais vraiment partout dans le monde. Ça fait que vous pouvez du coup commander de l'artisanat de l'autre bout du monde justement, et ça pose du coup des questions éthiques et écologiques. Après la question c'est pas de dire vous n'avez pas le droit et vous ne devrez jamais acheter de la céramique qui vient des États-Unis parce que c'est pas éthique, la question n'est pas là. C'est de dire par contre pourquoi on va mettre en avant beaucoup plus les bas prix par exemple qu'il y a dans les autres pays, etc. Et du coup ça va inciter les gens en fait limite à aller consommer de l'artisanat à l'autre bout du monde, alors que je pense, d'après moi, pour moi la question ce serait pas forcément d'interdire de consommer à l'international, mais par contre de mettre en avant plus les produits locaux et les produits qui sont pas loin de chez vous pour que cet aspect écologique soit quand même maintenu et favorisé. Or c'est pas du tout le cas et limite moi je voyais pratiquement jamais de produits français dans mes propositions et je devais mettre les filtres fabriqués en France pour que je puisse enfin découvrir des personnes autour de chez moi. Et voilà, donc je trouvais que ça perdait tout son intérêt. Et aussi Etsy pousse en fait au solde, pousse vraiment beaucoup au solde ces vendeurs et ces vendeuses. En plus, quand Etsy nous propose de faire des soldes pour telle période ou telle période, il nous propose par exemple nous vous invitons à faire 25% de réduction sur vos produits. Or, quand on connaît combien coûte l'artisanat à faire, en fait, quel est notre coût de production, on sait que c'est juste impossible pour des artisanes. Sauf si c'est la liquidation en fin de collection ou quoi, mais c'est pas du tout rentable de faire d'aussi gros soldes et on peut aller je crois jusqu'à moins 50 voire plus de pourcents sur nos produits sur Etsy. Donc je me dis que les personnes qui font ça, c'est peut-être pas des personnes qui font leurs produits à la main ou en tout cas c'est des personnes qui se font d'énormes marges alors que la plupart du temps vraiment ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal dégoûtée en fait parce que c'est toujours la course au moins cher, c'est toujours la course limite au dropshipping parce que moi j'ai vu des tasses à 1 euro en céramique, enfin j'étais vraiment c'est pas possible en fait, c'est pas du fait main. Une tasse en céramique par exemple en France, vous allez la retrouver autour de 20 à 60 euros je pense. Dans ces prix-là, mais 1 euro, c'est juste impossible. J'ai été pas mal dégoûtée, voilà, pour toutes ces raisons. Je trouvais que l'idée de base d'une plateforme comme Etsy, je pensais que ça allait être de la slow consommation, on va dire, de pousser à consommer local, à consommer chez des petits artisanes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des grandes entreprises, des entreprises de papeterie, des industriels limite qui sont sur la plateforme, du dropshipping, que t'es toujours poussé à baisser tes prix, que t'es mis devant une concurrence déloyale du coup, et qu'en plus on te prend des frais pas possibles. Vraiment, moi des fois, vu que je vendais plus beaucoup à la fin sur Etsy, et si je faisais une vente dans le mois mais que ce mois-là toutes mes fiches produits se renouvelaient, etc., Etsy pouvait me prendre jusqu'à la moitié de ma vente, et du coup j'étais à perte sur mes ventes, c'était plus possible du tout pour moi de gérer ça. Et donc j'ai décidé de partir d'Etsy et énormément d'artisanes m'ont conseillé SumUp. En fait, SumUp, alors j'aime pas faire de la pub, surtout pour des grosses boîtes sur mon podcast, donc je ne recommande pas SumUp. J'ai pas envie de recommander qui que ce soit,
mais j'ai pas envie non plus de cacher mes fournisseurs. Je pense que c'est très chouette qu'on puisse s'entraider et communiquer autour de ça pour se donner des tips et pas galérer dans nos coins. Donc c'est plus dans cet aspect-là que je le fais. SumUp, c'est du coup mon réceptacle en fait de carte bleue quand je suis sur des marchés. Et quand vous avez un SumUp, je sais pas trop comment ça marche si vous n'avez pas de réceptacle à carte bleue, mais du coup quand vous avez un réceptacle à carte bleue, vous avez aussi accès à la boutique en ligne SumUp et vous pouvez créer du coup votre propre boutique en ligne. Alors, je pourrais la faire directement sur mon WordPress, mais je suis pas mal en retard, je vais pas vous mentir, sur mes mises à jour, etc. Et j'ai envie que ma boutique soit vraiment clean niveau sécurité, car c'est une boutique où vous allez du coup rentrer vos numéros de carte bleue, etc. Donc je ne veux pas avoir la responsabilité de vos données personnelles en fait. Et donc j'ai choisi de le faire sur SumUp parce que je sais que c'est un endroit professionnel, sécurisé et qui est fait pour, qui est mis à jour par SumUp et pas par moi, pas par mes petites mains qui bricolent. Donc voilà, je sais que c'est beaucoup plus carré et en plus ça me permet de faire une boutique très facilement, avec des frais du coup bien moindres. SumUp vous prend seulement 2,5% sur vos ventes et c'est tout. Donc vu ce que je vous disais que je payais à Etsy, vraiment aucun regret, j'ai pas envie de revenir en arrière. Alors j'ai même pas encore commencé à créer ma boutique SumUp, donc je vous tiendrai au courant. Mon lancement est prévu pour le 15 mai. MDR. J'ai encore commandé aucun stickers, rien du tout. Mais je suis en train de finir pas mal de prépa. J'avais aussi le lancement du Tipeee, là je vous en parlerai juste après, qui me prenait pas mal de temps et d'espace mental. Donc voilà, mais là les prochains jours et les prochaines semaines seront consacrés pratiquement entièrement à ma boutique Etsy. Donc j'ai pas trop peur pour mon lancement du 15 mai et au pire on le fera une semaine après, c'est pas très grave. Mais en soi, la plupart de mes photos produits, en tout cas de tous mes anciens produits sont déjà prêtes. Donc j'aurai juste à faire mes fiches produits, ça va me prendre pas mal de temps, mais je pense que ça va le faire. Et oui, ce que je voulais vous dire surtout, en plus, sur cette nouvelle boutique en ligne, c'est que j'ai pris pas mal de décisions aussi. Je me suis remise pas mal en question, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai dû faire des choix, en fait, à l'ouverture de ma boutique Etsy à la base. C'est que j'étais en train de courir H24 partout, c'est encore le cas. J'étais sans connaissance aussi de ce milieu, je savais pas comment vendre des tirages, je savais pas comment faire une boutique Etsy, je découvrais absolument tout et donc tout me prenait un temps infini. Et ma recherche de fournisseurs rentrait là-dedans, me prenait un temps infini aussi. Sauf que du coup, c'est vrai que j'ai dû faire des choix par rapidité et par manque de moyens et de connaissances. C'est que je n'ai trouvé par exemple d'emballage absolument nulle part autre que sur des sites qu'on n'aime pas et je me le cache pas, notamment Amazon et Raja. Mes stickers sont imprimés en France chez Stickers Green. Tous mes tirages sont imprimés en France dans le labo Picto qui est vraiment de super qualité. Donc voilà, ça me coûte très très cher et à chaque fois j'hésite à partir de Picto tellement ça me coûte cher, mais en même temps c'est de la très bonne qualité et c'est un labo qui imprime en France, donc à Paris, et je crois qu'ils ont une antenne à Lyon justement. Moi je commande directement sur leur site internet. Mes petites cartes postales, je les imprime à la Corep à Lyon et mes marque-pages sont imprimées, alors je crois aux Pays-Bas ou en Suède malheureusement, chez Vistaprint. Pour être totalement honnête sur mes fournisseurs, on en est là. Et donc emballage, c'est-à-dire tous les petits emballages plastiques / les enveloppes cartonnées, le papier de soie, etc. Les 3/4 c'est du Raja et il y a un petit peu d'Amazon pour certains formats que je trouve vraiment nulle part ailleurs. Mais du coup je me suis remise en question parce que j'avais essayé de bien faire niveau fournisseur et c'est vrai que les stickers et les tirages c'est la plupart de mes ventes ainsi que les petites cartes postales, mais quand même les emballages qui sont pas faits en France ça me faisait pas mal chier et donc là je suis en train de faire toute une nouvelle recherche de fournisseurs pour la réouverture de ma boutique parce que j'ai envie cette fois, maintenant que j'ai les connaissances et j'ai toujours pas le temps mais on va le trouver. Je trouve que voilà, maintenant que je développe ma boutique, que je commence à être quand même plus indépendante financièrement qu'au tout début de mon lancement et qu'en plus du coup le fait de changer de Etsy à SumUp va me faire descendre en fait mes frais que je donne à la plateforme. Je me dis que je peux prendre sur moi et mettre plus de sous dans l'emballage en gardant à peu près les mêmes prix sans que ça ait d'énormes conséquences sur mes marges ou mes prix. Et donc je me suis dit qu'il était grand temps de faire l'effort justement de chercher de nouveaux fournisseurs. J'ai pas encore trouvé
En vrai, pour les emballages, j'ai trouvé pour tout le reste, mais pas pour les emballages. Je suis encore en recherche, mais j'ai quand même pas mal de pistes. D'ailleurs, justement, l'entraide, c'est génial parce que sur Thread, il y a des personnes adorables qui m'ont envoyé leur liste de fournisseurs. Je les remercierai jamais assez. Je vous partagerai du coup les fournisseurs que j'ai trouvés, choisis, etc. Je ne vais pas changer pour Picto. Je ne pense pas encore changer pour la Corep, quoique je vais peut-être aller à Dactyloprint à Lyon pour voir ce qu'il en est. Mais il y a beaucoup d'illustrateuristes qui m'ont parlé de Dactyloprint. Moi, toujours le problème que j'ai, c'est que parfois, en fait, en photo, ça rend moins bien qu'en illu parce qu'il y a beaucoup plus de pixels et tout, donc il faut que je vois. Pour les emballages, on m'a conseillé des boîtes, donc là, je suis en train de regarder ce qui se passe. J'ai aussi demandé sur LinkedIn et j'ai même trouvé du coup des fournisseurs pour potentiellement faire dans le futur des carnets, etc. Il y en a qui sont même faits à Montpellier en papier recyclé et tout. Donc voilà, c'est pour dire que il faut qu'on soit indulgent avec nous-mêmes quand on est au tout début de notre activité parce qu'on est déjà nous-mêmes baignés dans un truc hyper précaire et tout et que en fait on fait vraiment ce qu'on peut. Enfin vraiment, je ne pouvais pas faire autrement que ce que j'ai fait à l'ouverture de ma boutique Etsy. Par contre, quand on commence à se développer, il faut qu'on soit quand même exigeant envers nous-mêmes, surtout quand on défend des valeurs et tout. Je trouve que c'est important d'essayer de les ancrer aussi nous-mêmes dans notre façon de travailler, dans notre quotidien, parce que c'est toutes ces petites mises en place qui vont peut-être potentiellement inspirer d'autres gens, donner envie à d'autres gens de s'y mettre. Moi, par exemple, dès que je trouve des fournisseurs et que je les trouve chouettes, c'est pas une question de faire de la pub, et je sais que ça en fait quand même, faut être honnête, ça fait de la pub à des gens, mais j'essaye de sourcer du coup au maximum bien mes produits, partager du coup ces fournisseurs-là à qui le veut, je m'en fous, et pour donner en fait envie aux autres de s'y mettre également. Et voilà, je pense que si on fait tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui peut changer des petites choses à court terme, et puis aussi donner de la force à des petites boîtes françaises qui en ont besoin. Et par exemple, pour les stickers, c'est un truc qui m'a pris pas mal la tête, c'est que je voulais absolument, je rêvais de... Alors, c'est un problème de riche, attention. Je rêvais de faire des stickers que je vois partout sur les marchés de créateuristes, que je trouve incroyables, que j'achète à plein de gens et que je colle dans mes carnets et voilà, sur lesquels je suis en admiration. C'est les stickers, vous savez, avec les papiers holographiques / les papiers pailletés. Et voilà, j'ai un grand regret. Attention, je n'ai trouvé aucune marque de stickers qui est sourcée en France, qui imprime en France, qui fait des stickers holographiques et pailletés. Alors c'est vraiment pas très grave, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps et je suis assez déçue du coup parce que... Alors peut-être qu'il existe des entreprises, si jamais vous êtes là, n'hésitez pas pour une prochaine collection, je suis ouverte. Mais j'en ai pas trouvé et du coup je me suis dit alors est-ce que du coup je fais le choix de fermer les yeux et de commander sur Sticker App par exemple, qui n'est pas imprimé en France, pas sourcé en France, je le sais, et qui est une multinationale machin, ou est-ce que je continue avec par exemple Sticker Green qui est une plus petite boîte qui fait ça en France et qui essaye d'avoir des petites, comment on dit, des petits engagements écolos alors que bon, les stickers on est d'accord que ce n'est pas écolo, voilà, il faut pas... Et toute ma boutique Etsy d'ailleurs ne sera jamais écolo, on pourra jamais dire que c'est écolo. Je trouve que c'est important de le rappeler parce que la question n'est pas de dire acheter chez moi, c'est un achat écologique, c'est pas vrai. En fait, il vaut mieux ne pas consommer de stickers, de marque-page et de tirages pour la planète que d'en consommer. Mais par contre, du coup, si on le fait exceptionnellement et si on choisit de le faire, autant le faire du coup en sourçant au maximum bien ces produits. Ça c'est un rappel que je voulais faire aussi, mais voilà, ma question c'était est-ce que du coup je fais l'entorse ou est-ce que je continue comme je fais, et ma décision finale c'est il n'y aura pas de stickers holographiques et pailletés malheureusement. Et en plus je sais que pour mon activité aussi d'un point de vue totalement égoïste et pour juste pour pouvoir vivre de ce que je fais, les stickers holographiques et pailletés ça marche 1000 fois mieux que les stickers normaux. Mais du coup, je vais essayer de trouver d'autres solutions pour faire des stickers attrayants. Et notamment, j'ai pensé pas mal à des stickers, par exemple pour le podcast, ou avec des shootings artistiques que j'ai pu faire, avec des petites phrases en dessous qui sont un peu catchy pour donner envie. Voilà, j'ai trouvé d'autres solutions qui peuvent faire des stickers un peu un peu interactifs, sans pour autant devoir les sourcer en Suède ou je ne sais où, je sais plus où c'est imprimé aussi. Mais voilà. Je me souviens que les marque-pages, j'avais cherché absolument partout sur internet aussi et j'avais pas pu faire autrement que de les commander sur Vistaprint
Pour les prochains, alors là, il m'en reste un paquet, les gars, n'hésitez pas à m'en commander. Et pour les prochains, j'essaierai pareil de sourcer mieux. Mais pour l'instant, voilà. Donc, mes marque-pages, du coup, je vais pas les jeter. Ils sont toujours là, donc vous saurez où ils sont sourcés. Mes stickers et mes petites cartes et mes tirages seront toujours sourcés en France. Et je vais tout faire à la réouverture de ma boutique pour pouvoir sourcer mes emballages en France. En sachant que pareil, il me reste des emballages, donc je ne vais pas les jeter. Je vais continuer à utiliser ceux que j'ai. Mais là, par exemple, il va falloir que je recommande des petits emballages plastiques pour mes prints pour les marchés. Ceux-là, je ferai en sorte de pouvoir les sourcer en France si possible. Je vous tiens au courant de toute façon. Je pense que je vous ferai un petit récap à la sortie de la boutique, des nouveautés, etc. Mais je trouvais ça intéressant en tout cas de vous partager toutes mes réflexions autour de la boutique. Je trouve ça trop passionnant. Moi, c'est plein de petites prises de tête que j'adore avoir parce que je trouve que c'est intéressant de se questionner aussi sur la façon dont on fait les choses et se dire qu'on ne fait pas toujours bien les choses, mais que au lieu de se blâmer et de se dire qu'on est des mauvaises personnes, peut-être on peut plus se concentrer sur ok, comment on peut faire mieux sans se mettre à mal non plus, sans se flageller trop, mais comment on peut faire pour avancer dans ces projets-là de façon plus éthique, plus écolo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. J'aurais vraiment le plaisir de vous écouter et d'avoir vos conseils, vos retours et tout. Et me dire comment vous faites pour réfléchir à ces questions-là. Et voilà, je vous reprends bientôt. Là, ça fait déjà 25 minutes que je parle, donc je vous reprends bientôt pour la suite de ce vlog un autre jour. À bientôt. Bonjour, nous sommes le 3 mai. J'ai un peu plus de recul sur mon mois d'avril. Et aujourd'hui, déjà, je voulais vous parler évidemment de Tipeee. J'ai lancé le Tipeee hier, ça y est, la page Tipeee. C'est assez dingue, ça fait 2 ans que je bosse sur le podcast, ça fait pas mal de temps que je pense du coup à faire du don. Je me souviens que j'ai suivi une formation l'année dernière aussi sur l'appel aux dons, etc. Un petit atelier gratuit que j'avais trouvé à Lyon. Et donc ça fait déjà 1 an que j'y travaille, quoi. Et c'est vrai que ce mois-ci, tout s'est accéléré. C'est là où j'ai créé toute ma com, où j'ai tout mis en place. Donc j'ai sorti un épisode hors série le 2 mai. J'ai fait une première avec le podcast sur YouTube le 2 mai également, mais à 9h du matin. Il n'y avait personne, et c'est pas grave. Mais sur le coup, je l'ai très très mal vécu parce que j'ai bossé dessus super longtemps. Et j'avais vu pas mal d'illustratrices qui faisaient ça aussi le matin, etc. Et ça marchait bien. Moi, j'ai floppé. Et c'est vrai que comme j'ai pas énormément de retours à chaque fois sur le podcast, c'est vrai que j'ai pas énormément de commentaires, de partages, etc. Je me plains pas, mais c'est difficile pour le moral de voir un projet sur lequel on passe autant de temps, ne pas décoller, voilà. Alors je recherche pas à être connue, c'est pas mon but, mais par contre je recherche à avoir assez d'abonnés pour pouvoir visibiliser les luttes que je défends, parce que c'est ça le but quand même à la base, et aussi pouvoir faire en sorte d'avoir assez de personnes qui me suivent pour gagner en indépendance et monétiser le podcast pour pouvoir le pérenniser tout simplement. Mais bon, ça on en parle à chaque fois, mais voilà, tout ça fait que le projet prend du temps à se développer et c'est un peu dur pour le moral. Et là, ça s'est concrétisé avec la première où il y avait personne. J'étais en mode non, il n'y aura personne sur cette page Tipeee. J'avais parié sur avoir 10 balles par mois et déjà j'aurais été très contente, mais au final j'aurais 0. Enfin voilà, c'était un peu dur quoi. Mais au final, j'ai eu pas mal de vues en fait. En 1 jour et demi, là je vous parle le lendemain du coup, et il y a déjà 2 tipeuses qui sont des tipeuses mensuelles du podcast qui ont choisi l'abonnement mensuel. Alors ça fait 7€ par mois. Peut-être qu'il y a plein de gens qui trouveront ça ridicule, mais je suis très heureuse et je suis très reconnaissante. C'est un projet en fait que je vois garder à long terme. C'est vraiment un projet qui me parle beaucoup et surtout pour lequel j'ai plein d'idées de développement. C'est pour ça aussi que j'ouvre aux dons, c'est pour pouvoir développer de nouveaux formats, payer une équipe et puis créer plus tard, je l'espère, des documentaires et pouvoir créer plus tard, je l'espère, des documentaires, de nouveaux formats sur le podcast, filmer aussi des épisodes, trouver de nouveaux invités et aussi se déplacer en France, en Europe, je ne sais où. Voilà, moi j'ai de grands rêves et j'ai pas de sous. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. Mais ces 7€ là, du coup, ça peut paraître dérisoire, mais moi c'est le début d'une aventure
dans ma tête et je suis hyper reconnaissante. Et je sais que chaque centime que je vais recevoir, je le mettrai aux bons endroits. Donc voilà, j'ai hâte de continuer à vous parler de ça aussi sur le podcast. Je pense que je ferai des points souvent aussi en épisode. Si vous voulez rejoindre le Tipeee, n'hésitez pas, vous pouvez le faire à partir de 1 € et même en don ponctuel. Donc vous pouvez donner 1 € une seule fois. Déjà, ce serait énorme si tout le monde faisait ça. Donc merci à vous, merci à celles qui me suivent. Je voulais vous dire aussi que si vous avez des lancements qui sont durs, qui sont tristes, c'est la vie. On entend souvent dans les podcasts d'entrepreneureuses mon lancement à 10K, mon lancement à 100K. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est dur, la vie, c'est chiant. Moi, j'ai eu beaucoup de tristesse plein de fois dans mes 4 dernières années et encore aujourd'hui parce que je donne énormément d'énergie, j'essaye de faire les choses bien et je galère et j'ai 26 ans et je galère toujours. Donc voilà, mais on y arrivera petit à petit. Serrons-nous les coudes et surtout, vraiment, c'est là où je me rends compte et même moi, je le fais pas assez, donc je vais le faire plus. C'est un truc qui m'a donné envie de le faire plus. C'est que on ne soutient jamais assez les projets des gens autour de nous. On ne soutient jamais assez les projets, les médias engagés sur les réseaux. C'est une période où on en a vraiment besoin. Et ça m'a réveillée, ça m'a donné envie d'aller commenter vraiment et de liker encore plus les posts des gens que j'aime, des gens que je soutiens. J'ai l'impression de le faire un peu, mais je sais que je pourrais le faire encore plus. Bon, écoutez, je me suis fait interrompre par un orage de grêle qui a tapé sur pas loin de mon appart et ça a fait sauter mes plombs. C'était assez impressionnant, mais j'ai gardé mon calme, évidemment, c'est faux. Voilà, tout ça pour dire, je crois que j'étais dans un laïus pour vous dire que ça m'a un peu remotivée à vraiment aller soutenir les projets de mes potes ou aussi les projets engagés qui me parlent, les gens que je suis tout simplement, les médias, etc., que j'ai vraiment envie de donner encore plus de force sur les réseaux. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et que des fois on oublie de faire, mais je me suis rappelée en fait de la valeur que ça avait et de l'importance que ça avait pour développer des projets. Et encore une fois, si vous avez des gros échecs comme ça, franchement, dites-vous juste que vous n'êtes pas tout seul et que c'est normal. Comme dirait Laure d'ailleurs du Snap CGT, c'est pas des fautes individuelles. Bien sûr qu'on a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses qu'on fait mal, il y a toujours des techniques qu'on peut améliorer, des façons de communiquer qu'on peut améliorer. Et c'est ce que vous disent les entrepreneurs que vous entendez dans les formations, etc., de le développement de votre activité, etc. Bien sûr que ça joue et que c'est important, mais ces derniers vous disent que c'est la seule chose qui fera votre réussite ou non, alors que quand on a une vision anticapitaliste et de lutte sociale des choses, comme dirait Laure du coup du Snap CGT que j'ai reçu le mois dernier, c'est aussi et surtout une question de système et c'est aussi et surtout une question de système. N'oublions pas ça, le système n'est pas adapté à des projets comme les nôtres, mais on peut changer les choses. C'est pour ça que je pense que le développement d'une activité engagée dans la culture va aussi avec des luttes à côté sociales, etc. Enfin, je pense que les deux vont ensemble et qu'on ne peut pas développer notre activité artistique sans à côté lutter également pour cette dernière. Sinon, j'ai pas d'argent, voilà. Deuxième sujet, je n'ai plus d'argent. Là, j'en parle en rigolant, mais c'est un peu dur pour moi, je vais pas vous mentir. J'ai un moins bon début d'année que l'année dernière. Je pense que je me suis beaucoup concentrée en fait ces derniers mois sur le développement de l'association Les Copaines. D'ailleurs, ça y est, on est une association, mais je crois que je vous l'ai déjà dit sur le podcast. Si c'est pas le cas, on est une association et on a recruté, on a doublé l'équipe ce mois-ci de bénévoles et tout. Donc c'est vraiment génial, on est trop contents et on a plein de projets en route à développer en fait. Mais c'est vrai que du coup tout ça, plus le podcast, ça a fait que j'ai beaucoup moins de temps pour mes projets perso et aussi pour mon entreprise, c'est-à-dire pour parler en fait de mes projets pro et pour développer mon démarchage, mes relations clients, etc. Donc ça c'était assez dur. C'est vrai qu'au mois d'avril, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recentré ma com sur la vente et j'ai vu que ça marchait très bien en fait. J'oublie souvent en fait de parler de vente, etc. Et c'est vrai que comme je l'ai pas fait ces derniers temps, j'étais pas très contactée. Mais là, j'ai fait quelques posts en story ou sur LinkedIn, je sais pas si vous avez pu voir ça, où je rappelais mes prix, je rappelais mes formules, je rappelais ce que je faisais, ce qui était possible, parler aussi de mon processus avec mes clients et tout. Et ça m'a rapporté quelques prospects, donc
j'étais trop contente, mais le saviez-vous, j'ai un timing. Vraiment, j'avais trop la haine, je vais pas vous mentir. J'ai eu dans la même semaine 4 propales, mais des propales de fou. Et il y en a pas une seule où j'étais dispo. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, je vais pas vous mentir, parce que il y avait 2 propales incroyables de théâtre, et dont une pour une salle que je démarche depuis des années, pour un événement de ouf. Et du coup, ils m'ont contacté pour faire les photos de toute la journée de l'événement de fou. Et j'étais pas dispo. Sinon, il y a une compagnie qui m'a contacté pour faire des photos. Pareil, je pouvais pas, donc je l'ai passé à des potes. J'étais triste parce que j'ai pas de book théâtre en fait, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Et là, j'étais en mode, c'est le bon moment, et j'ai pas envie de travailler bénévolement pour me refaire un book théâtre alors que j'ai passé mes premières années à travailler bénévolement pour la terre entière. Donc là, maintenant, quand je travaille, je suis payée, quoi. Sinon, j'arrête les frais. Si vous saviez le nombre de photos de concerts que j'avais fait gratos à l'époque, c'est vraiment... conséquent, quoi. Donc là, occasion manquée, il y a une autre salle de concert, cette fois que je démarche depuis des années, qui m'a proposé des dates, et à chaque fois, j'étais pas dispo. Des dates pour la première fois, et ce serait vraiment génial pour mon book, et c'est du travail rémunéré. Donc voilà, j'étais triste. Et il y a encore un autre projet qui me donnait trop envie, que je pouvais pas faire. Enfin bon. Donc c'était un peu chiant. Donc c'était vraiment dur parce que ce mois-ci, par exemple, j'ai fait 500 €. Au bout de 4 ans d'entrepreneuriat, c'est pas possible, quoi. Au bout de 4 ans d'entrepreneuriat, vous savez que j'ai pas de mal à vous le dire quand je fais pas d'argent, mais c'est vraiment pas facile. Je suis contente parce que j'ai eu des super propales et je sais que c'est de bon augure pour la suite et que je vais en avoir d'autres. Mais là, il va falloir signer maintenant des contrats et c'est l'étape que je n'ai pas encore. Ces temps-ci, je vais pas signer grand-chose. Donc j'ai hâte que ça évolue de ce côté-là. Ce mois-ci, là, au mois de mai, je suis contente. J'ai un mariage queer trop chouette. J'ai des dates pour ma salle qui me quérit all the time. Vraiment, merci. J'ai aussi des grosses propales là, de contrats qui sont en train d'être vus. Je ne sais pas si je serai prise, mais je manifeste comme on dit. Non, je rigole. Ça y est, on devient insupportable. Mais voilà, j'ai besoin d'argent. Conclusion. Donc si vous avez besoin de mes services en photo et vidéo, le saviez-vous, je suis également photographe et vidéaste dans la vraie vie. Je travaille notamment dans le secteur culturel, mais je fais aussi des photos pour particuliers. Je fais des photos pour des petites entreprises et entreprises engagées, entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, louisems.pro@gmail.com. Je fais ma publicité, c'est super. Je vais continuer les vlogs, je pense, j'aime bien faire ça, et puis je vais essayer de les faire peut-être un peu plus souvent. Là, le mois prochain, je vais me concentrer du coup sur remettre en place ma boutique. J'ai pas eu le temps de créer tant que ça ce mois-ci au final. Pareil, je me suis laissée emporter dans des trucs militants et tout, parce que pareil, il y a toujours plus urgent. Mais là, j'ai vraiment envie de... J'ai plein d'idées en fait de création, et j'ai plein d'idées de choses aussi pour ma boutique en ligne, donc ça me fait trop plaisir. J'essaye petit à petit d'avoir un revenu un peu indépendant de mes clients pour si jamais j'en ai pas à certaines périodes ou que le monde s'arrête de tourner, je puisse continuer à vivre, à survivre tout simplement. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, j'ai plein de choses à vous dire, j'aurai plein de choses à discuter avec vous, mais je vais m'arrêter là pour ce vlog. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast sur ses différentes plateformes d'écoute, ses réseaux sociaux et sa page Tipeee. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos projets du moment, ce sur quoi vous vous prenez la tête, ce sur quoi vous arrivez à avancer. Ce sera un plaisir de vous lire. Et moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode. Et moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode bien spécial dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous dis un grand merci et plein de bonnes choses pour vos projets.